Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale sur Média TV, Moyen-Orient et Afrique. Début d'une dynamique créative, une dynamique que le Maroc incarne de plus en plus. Dernier moment fort en date. La visite au Maroc d'une délégation américano-israélienne de haut niveau sanctionnée mardi par une déclaration conjointe qui a mis l'accent sur l'ouverture d'une ère nouvelle dans les relations entre le Maroc et Israël. Le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay Hassan, a reçu au Palais Royal de Rabat ses délégations composées de Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis, Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Avraham Joël Berkowitz, assistant spécial du président des États-Unis, représentant spécial pour les négociations internationales. Au cours de cette audience, le roi Mohamed VI a réitéré sa pleine satisfaction quant aux résultats historiques de l'entretien que le souverain a eu le 10 décembre avec le président américain Donald Trump. Pour en débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en direct Simon Skira, secrétaire général de l'association d'amitié Israël-Maroc et secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain. Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca, et Naïm Kamel, directeur de publication du site d'information quid.ima. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. L'entretien téléphonique historique entre le roi Mohamed VI et le président américain Donald Trump a porté entre autres sur les mesures annoncées pour la reprise des mécanismes de coopération avec Israël. Ces mesures portent sur la réouverture prochaine des bureaux de liaison à Rabat et Tel Aviv et concernent l'autorisation des compagnies aériennes israéliennes pour transporter des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens vers le Maroc. Il est aussi question de promouvoir la coopération économique et commerciale. Alors, une première réaction, Simon Skira, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association d'amitié Israël-Maroc. Comment avez-vous vécu ces annonces, vous qui avez milité durant des décennies dans ce sens ? Alors, en attendant la réponse de Simon Skira, on part maintenant pour poser cette question à Naïm Kamel. Naïm Kamel, plusieurs mesures ont été annoncées dans le cadre de cette relance de la coopération entre le Maroc et Israël. Votre première réaction ? D'abord que c'est un événement et un événement majeur. C'est le début d'un processus à double détente, dans ce sens où il tendra à renforcer ou à relancer la coopération israélo-marocaine dans plusieurs domaines qui ont été d'ailleurs répertoriés dans le communiqué conjoint. Qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'irrigation, des télécommunications, du tourisme et de bien d'autres secteurs. Mais l'autre détente, ou plutôt, j'ai parlé de double détente, je devrais parler d'une triple détente puisqu'il y a en parallèle les relations avec les États-Unis qui, elles, remontent à l'aube de l'histoire des États-Unis. Et la troisième détente, c'est celle qui a été consacré par le communiqué conjoint et par le message que le souverain a envoyé aujourd'hui au président palestinien Mahmoud Abbas. Donc il va falloir qu'on saisisse cet événement dans sa globalité. Et sa globalité est qu'il y a la réouverture, parce que ce n'est pas une ouverture, c'est la réouverture des bureaux de liaison entre Israël, entre Tel Aviv et Rabat. Et également, il y a le renforcement des relations. Ce n'est pas pour rien qu'il y a en vérité un communiqué tripartite qui implique et les États-Unis et Israël et le Maroc. Sans jamais, à aucun moment de ces instants, la Palestine n'ait été oubliée ou le statut d'Al-Quds. Voilà globalement ce qu'on peut dire d'une première impression de ces événements qui se sont précipités depuis hier. Je reste avec vous, justement. Beaucoup d'arrestations.
D'accord, toujours avec vous, parlez-nous un peu des réactions des Marocains juifs en Israël. Les réseaux sociaux d'ailleurs ont transmis des moments forts d'euphorie ces derniers jours. Est-ce que c'était réellement l'ambiance? Quelle est votre réaction là-dessus? Sur les chaînes de télévision, des Israéliens qui sont évidemment heureux de ces retrouvailles, qui retrouvent un peu, que ce soit les Israéliens d'origine marocaine, que ce soit les autres Israéliens d'autres origines qui peuplent l'État hébreu, il y a effectivement une forme de jouissance, j'allais dire, pour cette reprise des relations. Et il y a du côté du Maroc, bien sûr, la majorité, la quasi-majorité, plutôt l'écrasante majorité des Marocains qui comprennent et qui sont pour et qui soutiennent et qui ont manifesté doublement, d'abord, leur joie de la reconnaissance par la puissance mondiale numéro 1 de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, mais également de ses retrouvailles avec de ce que la constitution marocaine appelle l'affluent hébraïque de l'identité marocaine. Donc mais on a écouté, et c'est là où c'est bien que vous me posiez cette question, c'est là où j'aimerais apporter une petite mise au point à tous ceux qui sont sceptiques ou sont mécontents. Ils sont fort heureusement une minorité de cette reprise. Je devrais leur dire que je comprendrais leur position, je comprendrais leur scepticisme si on était dans une dynamique révolutionnaire et que le rapport de force entre les Palestiniens et les Israéliens était favorable, ou qu'on dirait qu'en ce moment-là, peut-être que cette reprise des relations maroco-israéliennes pouvait entamer de quelque façon que ce soit ce rapport de force. Or, il n'en est rien, et on le sait. On sait que depuis pratiquement 1948, il va falloir qu'on regarde l'histoire dans le rétroviseur pour comprendre que depuis 1948, nous n'avons eu que des rendez-vous manqués, des rendez-vous ratés avec l'histoire, avec le mouvement de l'histoire, à force de traîner le pied, à force de se conforter dans les slogans, nous avons essayé. Donc nous n'avons pas, pardonnez-moi, il y a un problème, nous n'avons pas de dynamique et un rapport de force favorable. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et Israël, c'est pas seulement l'État hébreu, et sa puissance ne réside pas seulement dans la force de son armée, mais également, mais surtout, dans son apport technologique, sa recherche de pointe, et aussi dans sa diaspora qui est un peu partout, là où il y a du développement économique, là où il y a de la recherche qui est très avancée. C'est-à-dire, nous n'avons pas... Souvent, on se trompe quand on dit on a affaire à un État hébreu. On a un État hébreu, mais derrière cet État hébreu, un certain nombre d'affluents hébraïques, judaïques, qui sont dans les domaines les plus avancés que puisse connaître aujourd'hui le monde et qui fructifient cet avantage. Et nous avons tout intérêt, et c'est là où je comprends la majorité, l'écrasante majorité des Marocains qui se satisfont de cette reprise parce que elle est bénéfique pour Israël, mais elle sera également bénéfique pour le Maroc. Il faut l'espérer. Alors, Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, comment vous expliquez ces liens, on le sait, extrêmement forts qui existent, qui lient les membres de la communauté marocaine juive en Israël et ailleurs, d'ailleurs, avec le Maroc? Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a des liens très forts. Il faut rappeler que la communauté juive d'origine marocaine est parmi les principales communautés en Israël. Nous avons des centaines de milliers d'Israéliens qui sont d'origine marocaine et qui gardent un lien en fait très fort, aussi bien avec le pays, mais également avec le roi, avec le symbolique religieux. Et ces liens, en fait, ils sont très profonds. Et en fait, il y a même un souci de transmission de génération en génération.
On le voit à travers tout ce qui est culturel, à travers la manière de vivre même en Israël. Ils gardent des traditions marocaines. Donc il y a un lien très fort. Et c'est pour cela que, en réponse à votre première question, je dirais que ce qui se passe, ces conventions, ont plusieurs dimensions. Et je dirais que la première dimension, elle est humaine, parce qu'elle permet justement à ces centaines de milliers de personnes de renouer d'une manière régulière, d'une manière officielle, le contact avec leur pays, d'une part pour le visiter, s'il s'agit de faire du tourisme, mais également à y investir et à y agir économiquement. Donc c'est très important, ce lien affectif entre la communauté juive d'origine marocaine et leur pays d'origine qui est le Maroc. Bien évidemment, il y a les autres dimensions qui sont également très importantes. Il y a la dimension économique, on va y revenir. Il y a la dimension politique. Et là, j'insiste sur ces dimensions politiques parce qu'au cœur de ces dimensions, il y a la cause palestinienne qui revient avec force. Et pour le Maroc, pour son roi, il s'agit d'agir en fait pour défendre la cause palestinienne à travers cette amélioration des relations avec l'État israélien. D'accord, on aura l'occasion plus tard au cours de cette émission justement d'en parler. Vous avez parlé du lien affectif, de ce côté purement humain qui lie justement la communauté juive marocaine en Israël à ses origines au Maroc. Lors de l'audience royale de mardi, d'ailleurs, le souverain a souligné justement ces liens particuliers, des liens particuliers avec la communauté juive marocaine. Quelle place occupent les Juifs marocains sur la scène politique israélienne, Naïm Kamal? Je crois que mon ami Komat vient de le dire, ils occupent une place importante. Il a parlé de centaines de milliers, on les estime approximativement 1 million de personnes. C'est marocaine ou israélienne? Justement, je parle de la communauté juive marocaine en Israël. Quelle place occupe-t-elle sur la scène politique du pays? Oui, il occupe une place importante. Elle est transversale à tous les partis. C'est un poids électoral très important. Et on le voit. D'ailleurs, si vous voyez l'actuel gouvernement israélien, vous allez voir le nombre de ministres d'origine marocaine qui sont nés au Maroc, ou dont les parents sont nés et ont grandi dans le royaume marocain. C'est donc une communauté qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'action sur, ou plutôt beaucoup d'impact sur les orientations politiques. Bon. Maintenant, il va falloir peut-être nuancer un peu pour voir quand il s'agit de la question palestinienne où positionner cette communauté. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est une communauté. Ce que j'aimerais signaler ici, c'est que cette même communauté qui est d'origine marocaine, puisque la nationalité marocaine est inaliénable, ils gardent tous leurs droits ici au Maroc. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de voter, ils ont le droit de se faire élire, ils ont le droit d'être représentés dans les communes, au Parlement. Et donc, il y a une interaction, il y a une dynamique permanente et constante à ce niveau-là. Et je crois que la reprise telle qu'elle se déroule aujourd'hui va pouvoir peut-être mieux les intégrer dans la vie politique marocaine de manière à ce qu'ils soient quelque part les porte-parole des intérêts du Maroc en Israël, mais également, bien sûr, cela va de soi, des intérêts israéliens au Maroc et en conséquence en Afrique, à travers le hub qui est le Maroc, et dans le monde arabe. Parlons toujours justement de ces mesures annoncées pour la reprise des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël. Et on joint tout de suite Simon Skira, qui est donc secrétaire général de l'association Amitié Israël-Maroc. Merci d'être avec nous. Comment avez-vous vécu ces annonces, ces moments forts donc, qui marquent surtout la communauté juive marocaine, Simon Skira? D'abord,
Ce ne sont pas des échos qu'a engendré l'annonce historique de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et c'est chez l'ensemble de la communauté juive marocaine en Israël et en dehors d'Israël. Donc c'est une liesse générale qui a encore illuminé davantage les fêtes de Hanouka, fêtes de lumière. Donc nous avons toujours tenu à ce que ce cordon ombilical qui lie cette communauté à ce pays d'origine, qui est notre patrie, et qu'il soit minutieusement entretenu et soigneusement préservé. Donc il n'y a rien d'étonnant de constater que ces scènes de joie et de liesse spontanée chez tous les membres de la communauté. Moi-même, j'ai eu l'honneur de fonder l'association d'amitié Israël-Maroc et de présider aussi déjà en 1995. Nous l'avons vécu dans le premier tour, on peut appeler ça, lors des premières relations entre le Maroc et Israël. Donc, très bien accueilli un peu partout. Vous voyez là des gens dans la rue qui chantent, qui dansent et qui sont très heureux. Simon Skira, parlez-nous maintenant de ces liens extrêmement forts qui lient donc les membres de la communauté juive marocaine à leurs origines marocaines, justement. Écoutez, d'abord, il va sans dire que les liens entre les Marocains musulmans et juifs étaient toujours solides, marqués par le sceau de respect et de considération. Il ne faut pas oublier que le Maroc était et reste toujours un modèle de bonne cohabitation pour tous les enfants d'Abraham, puisqu'on parle de ces accords d'Abraham, ce qui fait de lui, et à juste titre d'ailleurs, un pays d'exception. C'est grâce à la monarchie marocaine et le génie de l'ouverture d'esprit du peuple marocain et de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le garde, que cette exception marocaine est aujourd'hui une réalité palpable, hautement appréciée dans le monde entier. Il est donc tout à fait évident que les relations vont se consolider encore davantage, ce capital d'estime, de confiance et de bonne entente entre musulmans et juifs au Maroc et en dehors d'Israël. D'ailleurs, moi j'ai vécu 35 ans en Israël, mais depuis 20 ans en France, et j'espère que cela va avoir des échos sur les relations entre les deux communautés ici en France. Parce que, je suis secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain et j'espère bien qu'il y ait des changements et pas autre chose. Donc, voilà. Et on sait que la communauté juive marocaine n'a jamais cessé de jouer un rôle de premier rôle, celui d'être ambassadeur fidèle de son pays d'origine, en Israël et partout dans le monde, même dans les moments difficiles et plus cruciaux du conflit israélo-arabe. Cette communauté a été très longtemps le relais. On va en parler en détail plus tard, justement, donc un peu de la situation au Moyen-Orient, Proche-Orient, justement, lors de l'audience royale de mardi. À quoi, justement, réfère ce que vous avez dit sur ce lien extrêmement fort qui existe entre la communauté juive marocaine et le peuple marocain, mais surtout avec la monarchie marocaine. Lors de l'audience royale de mardi, le souverain a souligné les liens particuliers, je rappelle, avec la communauté juive marocaine et notamment ses membres occupant des postes de responsabilité en Israël. En parlant justement de ces membres, quelle place occupent aujourd'hui les juifs marocains sur la scène politique israélienne? Bon, d'abord, je dois vous apprendre que depuis hier, il n'y a plus de Knesset, de Parlement, c'est-à-dire il continuera jusqu'au mois de mars, mais au mois de mars, il y aura des élections. Donc, la Knesset a été dissoute parce qu'il y a eu des jeux politiques qui ont fait que nous sommes maintenant en période d'élection. Mais si on peut dire la place de ces 10 ministres marocains
et d'autres, des députés marocains. Elle va et elle grandit, elle se renforce, et donc elle est un peu partout, elle est transversale, comme on l'a déjà dit. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une force très importante en Israël avec les maires des villes. Les maires des villes qui sont en grande majorité marocaines, même le président de l'association des maires de villes d'Israël est d'origine marocaine. Donc ça fait une force et un lien spécial. Voilà, exactement. Simon Skiela, toujours avec vous, les Juifs de la diaspora marocaine, comment peuvent-ils contribuer aux efforts de la diplomatie marocaine? Peut-on les considérer comme un atout pour notre diplomatie, justement? C'est une force très importante. Et moi, d'ailleurs, je crois qu'une nouvelle ère s'ouvre chez les Marocains juifs suite aux accords avec Israël. Moi, je pense qu'il faut un projet de reconstruction avec une nouvelle génération du monde entier, dont Israël, et qui comprend bien que le judaïsme marocain appartient à tous les Marocains et qu'il a un rôle à jouer. J'ai parlé avec plusieurs présidents de communautés juives à travers le monde et ils souhaitent être associés à la gestion des 652 lieux saints du Maroc, dont 200, on le sait, sont vénérés aussi par les musulmans à travers tout le royaume. Il y a aussi des musées qui ne seront pas privés, que nous espérons, et nous demandons une commission scientifique adéquate qui va superviser aussi il y aura aussi des synagogues qui vont reprendre du service, parce qu'avec 300 000 touristes minimum d'Israël déjà, et au moins 50 000 de la diaspora marocaine juive, les synagogues vont reprendre du service, et cette influence qui va avoir lieu doit avoir des conséquences sur nos relations avec la communauté sur place. Parce que si la communauté sur place, jusqu'à présent, elle a géré 2500 personnes, aujourd'hui, ça va être 350 000 personnes, et il faudra prendre le relais et développer tout ça ensemble. Nous avons de l'expérience et de l'amour pour le Maroc. De l'amour pour le Maroc, très fort comme expression, justement, Simon Skiela. La reprise des mécanismes de coopération avec Israël tourne surtout autour du volet économique aussi. Abdeltaïf Koumet, 4 accords ont d'ailleurs été signés. Un accord sur l'exemption de formalités de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'aviation civile. Un mémorandum d'entente aussi sur l'innovation et le développement des ressources en eau qui prévoit la coopération technique en matière de gestion et d'aménagement de l'eau, et un autre mémorandum d'entente de coopération, cette fois-ci dans le domaine des finances et d'investissement. Il sera aussi question d'engager une coopération dans le tourisme, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie et les télécommunications. Comment cette large coopération va-t-elle se concrétiser, à votre avis? À quoi sont appelés aujourd'hui les deux parties pour réussir cette collaboration d'envergure? En fait, comme vous l'avez dit, le spectre est très large. Bien évidemment, il y a la dimension diplomatique pour faciliter les mouvements des responsables pour échanger sur diverses questions qui les intéressent. Bien sûr, il y a la question de l'aviation civile, parce que c'est très important qu'il y ait la possibilité en fait, de voyage et d'échange entre les deux pays, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les centaines de milliers, surtout de juifs d'origine marocaine, qui souhaiteraient visiter d'une manière régulière leur pays d'origine.
Et puis, bien sûr, il y a toute la dimension développement durable et la dimension économique et technologique. Et en évoquant la question de développement durable, je fais allusion à l'accord concernant l'aménagement de tout ce qui est ressources hydrauliques, de l'eau, l'optimisation, la rationalisation de la gestion de l'eau. Et on sait que le Maroc, c'est une question très stratégique et très importante. Nous avons des plans en fait de gestion hydraulique à moyen terme à l'horizon 2027 et à long terme à l'horizon 2050. Et nous avons bien évidemment besoin d'échanger avec des pays qui ont des expériences assez avancées dans ce domaine-là. Il se trouve que Israël en fait a développé tout un système au niveau de l'irrigation, au niveau de l'optimisation de la gestion de l'eau. Et il se trouve également qu'en termes de climat, les pays sont proches dans la nature de leur climat. Et ce volet, il est fondamental, il est crucial parce que nous savons que la question du stress hydrique est une question aujourd'hui planétaire et tout échange d'expérience et toute expertise dans le domaine serait la bienvenue pour les deux pays. Alors, au-delà de cet aspect particulier pointu, il y a bien évidemment un mémorandum qui porte sur toute la dimension économique, technologique, innovation. Et là également, il y a énormément de choses à développer. On sait qu'au Maroc, nous avons aujourd'hui une stratégie de développement. Nous sommes à la veille de la mise en place du nouveau modèle de développement initié par Sa Majesté qui porte sur un certain nombre de priorités sur lesquelles on a besoin d'échanger en termes d'expertise, mais également de drainer des investissements. Et il se trouve que sur ce plan-là, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, notamment tout ce qui est développement de l'agriculture. On sait que là également, Israël a une certaine expertise dans le domaine de la recherche-développement, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'innovation. Et puis tout ce qui est énergie également, c'est que le Maroc accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est énergie renouvelable. Donc ce sont des questions de très grande importance sur lesquelles les deux pays peuvent échanger. Il y a également tout ce qui est EDE, les investissements directs étrangers, surtout en ces circonstances où il y a une raréfaction un peu des ressources de financement en interne qui nous pousse à aller vers l'endettement, ce qui fait que l'alternative d'attirer des investissements directs est une très bonne alternative. Et sur ce plan-là également, Israël peut être un acteur au niveau des secteurs prioritaires tels qu'ils sont arrêtés au niveau de la stratégie initiée par Sa Majesté. Donc on connaît un peu aujourd'hui les priorités sectorielles. Donc tout cela reste bien évidemment des mémorandums qui cadrent un peu la politique générale. Et puis comme vous l'avez dit, il y a des projets plus spécifiques qui seront élaborés les prochaines semaines et qui tournent notamment autour du tourisme. Là également, il y a un potentiel énorme donc, pour développer le tourisme, que ce soit en termes d'échange de visites, mais également en termes d'investissement. Il y a tout ce qui est énergie, il y a tout ce qui est industrie, surtout ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc, notamment tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est automobile. Tous ces secteurs-là pourraient être en fait des vecteurs très très importants de coopération entre les deux pays. Donc on s'attend à ce que les choses aillent vite. Déjà, on le voit depuis le 10 décembre, les choses avancent. Les liaisons aériennes seront rétablies les prochaines semaines. Et donc, on s'attend à une dynamique très forte sur le plan économique qui est un des vecteurs fondamentaux de ce partenariat. Vous avez parlé donc des liaisons aériennes avec l'autorisation des compagnies aériennes israéliennes justement pour transporter des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens vers le Maroc. Le Royaume doit s'attendre à plus de 200 000 visiteurs en provenance d'Israël, selon une déclaration de la ministre marocaine du Tourisme. Quelle lecture en faites-vous, Simon Skira? J'ai été acteur dans le tourisme et aujourd'hui, il y a cette soif de venir au Maroc en direct parce que pendant une vingtaine d'années, j'ai fait les voyages d'Israël vers le Maroc et vice-versa. Et il fallait passer 7 heures à l'aéroport de Rome ou d'Amsterdam, etc., en Europe.
Donc aujourd'hui, le fait d'arriver au Maroc en 5 heures et demie maximum, ce sera, ça va assurer les chiffres qui ont été avancés. Et puis ça va encourager beaucoup de monde qui ne voulait pas faire ces voyages ou ne pouvait pas faire ces voyages à travers d'autres pays. Et donc aujourd'hui, voilà, on va voir des Marocains d'Israël qui sont âgés même de 70 ans et plus, qui viendront pèleriner les lieux saints, les tombes de leur famille. Moi personnellement, j'ai plus personne au Maroc comme famille. Mais bon, je dis ma famille, c'est le Maroc, c'est les Marocains, mais j'ai sept tombes desquelles je m'occupe, 6 à Casablanca, une tombe à Marrakech, ma grand-mère, et donc ça me facilitera la vie. Bon, maintenant je suis à Paris, c'est un peu plus facile, mais je pense aux communautés d'Israël. Exactement. Alors, on a parlé du volet économique, des différents secteurs donc, qui vont être concernés par cette reprise des relations entre le Maroc et Israël. On va parler maintenant de la situation au Proche-Orient. Lors de l'audience accordée par le roi Mohammed VI à la délégation américano-israélienne, le roi Mohammed VI a réitéré la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, basée sur la solution à 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, les négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes comme seul moyen de parvenir à un règlement global et définitif, et l'attachement du souverain président du comité d'Al-Quds à la sauvegarde du caractère musulman de la ville sainte. La position du Maroc est donc claire. La reprise des mécanismes de coopération avec Israël n'exclut pas la poursuite de la défense de la cause palestinienne. Votre réaction, Naïm Kamal? Écoutez, vous allez m'excuser parce que j'aimerais peut-être, avant de répondre à cette question, revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur les rapports communautaires entre le Maroc et les Marocains juifs d'Israël, ou les juifs marocains d'Israël. C'est comme on veut. Hier, on a vu une scène rare. C'est quand Meir Ben Shabbat, qui est le haut responsable de la sécurité intérieure en Israël, s'est adressé au roi en disant Allah Barak Famar Sidi, Saam Brouka Hedi. Et ça, c'était un fait rare, parce que son Brouk, c'est Allah Barak Famar Sidi, est une exclusivité des sujets marocains. Donc, ça démontre, ça fait le raccourci ou le générique pour montrer l'indéfectibilité des liens historiques entre cette communauté juive marocaine en Israël et sa terre d'origine qui est le Maroc. J'ai également reçu une vidéo d'un juif marocain où il parlait de son enfance, de celle de sa famille, et qui se déroule dans la ville de Sfro. Et là, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Sfro, c'est ma ville natale. Et il a dit quelque chose dont je ne me suis jamais rendu compte. C'était que le Mellah, c'est-à-dire là où habitaient les Juifs marocains, à Sfro, n'était pas comme dans les autres villes à l'extérieur ou mitoyen à la ville ou comme à Fès au palais royal, mais il était à l'intérieur de la Médina, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté marocaine, et il était tout entouré par les autres habitants de Sfro musulmans. Et il explique, et c'est ça qui est extraordinaire, il explique que cette particularité vient du fait que à l'époque il y avait 6 bas. C'est-à-dire qu'il y avait le pillage, qu'il y avait le banditisme et qu'il y avait des razzias qui s'organisaient. Et pour bien protéger la communauté juive pouvait être exposée si elle se trouvait à l'extérieur. Pour bien la protéger, le Mellah a été construit à l'intérieur de la communauté musulmane, et ça c'est très important, et ça veut tout dire parce que parfois quand on voit l'euphorie, quand on voit les chants, quand on voit les danses, quand on voit la cuisine, on se dit c'est un peu trop.
mais c'est peut-être un peu trop quand on ne connaît pas ce fond historique, ce fond de la vie commune sur des siècles et des siècles. Donc, maintenant, je reviens à votre question. Ben, effectivement, ça a été clair depuis le début. Le Maroc, je l'ai dit au début, le Maroc agit en triple détente, les relations avec Israël, les relations avec les États-Unis, mais également la question palestinienne. Dès le premier appel téléphonique, ou le premier entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, le souverain a été clair. 1. Solution de 2 États. 2. La préservation de la spécificité arabo-musulmane et des autres religions pour la ville d'Al-Quds. Et ça, c'est quelque chose de muable, et il y a dans le message royal aujourd'hui qui a été adressé à Mahmoud Abbas quelque chose de très clair qui met sur un même pied d'égalité, sur un même plan, la défense de l'intégrité territoriale du Maroc au Sahara et la défense des intérêts palestiniens. On a vu que la défense des intérêts palestiniens par les armes n'a pas abouti, il faut le dire. Il faut se rendre à l'évidence. Il suffit pas de se gargariser. Maintenant, il y a d'autres moyens. Et il ne faut jamais l'oublier, et c'est là où c'est très important, que c'est au Maroc que toujours les plus importantes décisions concernant la Palestine ont été prises. C'est au sommet arabe de 1974 que l'OLP a été reconnu par tous les États arabes comme le représentant légitime et unique du peuple palestinien, alors qu'à l'époque, il y avait encore l'Égypte qui disputait Gaza aux Palestiniens qui voulaient l'intégrer à sa souveraineté. Il y avait la Jordanie qui gérait la Cisjordanie et qui gérait la partie arabe de Quds, et que ce n'était pas tranché. En 1974, c'est l'entre-gens qu'avait mis le roi Hassan II pour faire admettre aux chefs d'État arabes l'entité et l'intégrité de la représentation palestinienne. C'est également au Maroc que le plan FED. Le plan FED, c'est quoi? Le plan FED, c'est l'échange de la reconnaissance de l'État d'Israël contre un État palestinien et de la paix pour tout le monde dans la région. C'est à Fès, phase 1 et phase 2 en 1981-82. C'est aussi à Fès, c'est aussi au Maroc que s'est enclenché le processus qui va conduire Anwar Sadat pour récupérer le Sinaï aux accords de Camp David. C'est en partie à Rabat et dans les capitales où se trouvait le roi Hassan II que s'est enclenché le processus d'Oslo, qui a été à cette époque-là une belle ouverture sur la paix. Malheureusement, il a été dévoyé par la suite, mais toujours est-il qu'on en est encore là, et tout ce que nous tirons de cette époque, c'est que la seule voie aujourd'hui, c'est la concertation, la négociation, la diplomatie, la politique, et de faire taire définitivement les armes et essayer aujourd'hui. Il faudrait que le Maroc fasse preuve de beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de force de conviction pour amener les Israéliens à prendre en considération les intérêts et les droits du peuple palestinien. Parce qu'on ne peut pas occulter un peuple de cette manière, l'effacer de la carte et de la géographie, ce n'est pas possible. Et le Maroc va se faire un devoir d'essayer de convaincre de cette réalité. Vous savez, aujourd'hui, quand on éteint les caméras, quand on éteint les lumières, quand on est dans les coulisses, on se retrouve dans une situation où même il y a des gens qui vous disent même la solution de deux États n'est peut-être pas viable, que peut-être faudrait-il constituer un État. Et on revient à la fameuse théorie ou la fameuse proposition d'un État démocratique multiconfessionnel, où les Palestiniens et les Israéliens vivraient pour un même gouvernement, pour un même État, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en gestation, en réflexion, et ce travail, on peut le faire. Le Maroc est bien placé et le mieux positionné pour porter sans passion, sans haine, sans animosité, la voix des Palestiniens auprès des Israéliens.
Parfait. Alors, je m'adresse à Simon Skira maintenant. Au cours de l'audience de mardi, le roi Mohammed VI a félicité Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis, pour le travail substantiel accompli depuis sa visite au Maroc en mai 2018 et qui a permis de réaliser ce tournant historique en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc et ce développement prometteur pour la paix au Moyen-Orient. Est-ce que la reconnaissance des États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son Sahara et leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie comme seule base pour une solution juste et durable aux différends artificiels autour du Sahara marocain peut jouer un rôle déterminant dans le règlement de la question? De la question palestinienne? Du dossier du Sahara marocain, je vous disais, est-ce que justement cette reconnaissance, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ont reconnu la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son Sahara. Est-ce que cette reconnaissance, justement, à votre avis, va changer la donne? Est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant au niveau de cette question, justement? Moi, je crois que déjà, pour moi, le Sahara a toujours été marocain. Donc, j'ai donné des conférences, pas mal de conférences à travers le monde à ce sujet, et je dis que le Sahara est déjà marocain. Bon, maintenant, il y a une reconnaissance des États-Unis, tant mieux. Bien sûr que ça va développer des choses qu'on aimerait bien développer, mais je crois que les relations États-Unis-Maroc sont assez développées, mais moi je vois pas grand-chose à changer à ce sujet. Par contre, j'ai l'œil un peu au Moyen-Orient, et quand M. Naïm parle des Palestiniens sans arrêt, il ne parle pas des 2,5 millions de Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont des citoyens à part entière, qui ont tous les droits en Israël et qui ne veulent pas quitter Israël ou quoi que ce soit. Ils ne pensent même pas. Ils ont tous les droits pour y rester. Donc, il y a pour la paix dans toute la région du Proche-Orient. Je m'adresse à vous maintenant, Abdeltif Koumet, pour faciliter les progrès dans la poursuite de cet objectif. Les trois pays, Maroc, États-Unis, Israël, stipulent que les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara marocain, et à cette fin ouvriront un consulat à Dakhla, dans les provinces du sud du Royaume, pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales en faveur de la région. Washington est-elle en train de réussir à transformer un différend régional en un levier de développement et de partenariat stratégique? Preuve à l'appui, d'ailleurs, les mémorandums d'entente entre le Maroc et les États-Unis. D'ailleurs, la Société américaine de financement du développement international a annoncé mardi des initiatives visant à mobiliser 5 milliards de dollars d'investissement au Maroc et dans la région. Effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, il s'agit de transformer des contraintes en opportunités. Mais ce que je voudrais dire, que cette orientation prise par le Sahara marocain pour être un hub économique, un pôle de développement économique, ne date pas d'aujourd'hui. Il a été toujours en fait soutenu dans la stratégie de développement que connaît notre pays. Il faut rappeler qu'avant même en fait, la mise en place du nouveau modèle de développement pour notre pays, qu'on attend imminemment, les régions du Sud ont déjà leur plan de développement qui a été initié par Sa Majesté depuis le mois de novembre 2015 avec des conventions qui ont porté sur une multitude de projets avec une enveloppe de 77 milliards de dirhams, qui est une enveloppe très très importante et qui consiste à développer le Sahara marocain d'une manière intégrée à travers les différents secteurs en termes d'infrastructures, en termes de développement de l'agriculture, de l'industrie, la valorisation des phosphates et puis la dernière annonce de Sa Majesté à travers la création d'un port, le port atlantique qui est pratiquement doté
doté d'un budget de plus de 10 milliards de dirhams, qui serait une plateforme de liaison entre le nord et le sud, mais également via le Sahara marocain vers l'Afrique de l'Ouest et le reste de l'Afrique. Donc cette orientation, en fait, il a été toujours initié et priorisé par Sa Majesté depuis des années. Maintenant, nous vivons un tournant. Nous vivons un tournant qui est en fait manifesté à travers un certain nombre de réalités qui sont aujourd'hui très évidentes. Bon, tout d'abord, le Sahara marocain est en fait l'ouverture sur l'Afrique. Et nous savons, avec le retour du Maroc à l'Union africaine, son intégration de la ZLECA, la zone de libre-échange africaine, économique africaine, qui en principe devrait être effective à partir du 1er janvier prochain, et puis la demande d'adhésion au CEDEAO, et puis les relations excellentes qu'a le Maroc avec les pays de l'Afrique d'une manière générale et avec l'Afrique de l'Ouest d'une manière particulière, on le sait, notamment par exemple avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, dans laquelle le Maroc est le premier investisseur. Donc tout cela, en fait, place cette région comme le cœur d'une dynamique, pas seulement de notre pays, mais une dynamique continentale, une dynamique régionale et une dynamique continentale. Et d'ailleurs, cela se manifeste à travers en fait, le mémorandum qui a été signé avec les États-Unis hier devant Sa Majesté, et qui fait du Maroc la plateforme de financement de projets en Afrique. Les 3 milliards de dollars qui seront mises à la disposition du secteur privé vers l'Afrique, ils vont partir à partir d'une structure donc, qui sera mise en place à Rabat, et puis c'est en concertation avec les partenaires marocains. Donc d'une manière en fait très claire, les États-Unis font du Maroc d'une manière générale, bien évidemment, la plateforme, un hub pour développer leurs relations avec l'Afrique, mais également ils font de la région du Sud, le Sahara marocain, une plateforme de développement du pays, un développement régional, et cela se manifeste à travers le projet de création de ce consulat qui a essentiellement une mission économique. Là également, on est dans le pragmatisme, on est dans la réelle politique, on est dans des choses concrètes et des choses effectivement, à Dakhla. Parfait. Alors, la déclaration commune Naïm Kamal souligne aussi que le Royaume du Maroc, les États-Unis et Israël conviennent de s'engager à respecter pleinement les dispositions de la présente déclaration, à les promouvoir et à la défendre, et de convenir que chaque partie aura pleinement honoré ses engagements avant fin janvier. Chaque pays doit appliquer ses engagements intégralement dans un délai bien précis. Quelle lecture en faites-vous très brièvement, s'il vous plaît ? Très brièvement, je vais dire que on se donne des échéances, c'est-à-dire on ne laisse pas les choses errer au gré du vent. Donc, on s'est fixé un certain nombre des objectifs et on s'est fixé une date butoir. Donc, à partir de là, ça démontre le sérieux de la démarche. Mais cette déclaration conjointe, je le répète, elle comporte beaucoup de choses, et elle comporte également le rappel de tout ce que le roi a eu dans son entretien avec Donald Trump, qu'il s'agisse de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, c'est la reconnaissance de l'administration américaine, qu'il s'agisse des droits des Palestiniens, ou qu'il s'agisse des relations bilatérales avec Israël et de leur développement. Je crois que le Maroc, sur ce plan-là, n'a de leçon à recevoir à personne et peut en donner. Le Maroc est sérieux, a toujours été sérieux dans sa démarche. Sa position et le communiqué conjoint le souligne, c'est la cohérence. Il y a une cohérence. Le Maroc est cohérent avec lui-même quand il défend son intégrité territoriale. Il est cohérent avec lui-même quand il dit on ne peut pas laisser de côté les droits des Palestiniens. Il est cohérent avec lui-même, avec son histoire, avec ce qui se fait avec Israël et l'État israélien. C'est-à-dire que dans ce qu'on a toujours appelé pour les Marocains, le génie de la modération, à tous les niveaux. Je vous le dis, quand on parle par exemple de la reconnaissance de l'administration américaine pour le Sahara, le Maroc ne s'est pas pour autant désengagé des processus onusiens.
Il continue à le soutenir et il va même plus loin. Il invite l'Algérie à parler. Quand il parle avec les Israéliens, il dit aux Israéliens, avec la franchise qu'il faut et avec la sincérité qu'il faut parce que des relations ne peuvent s'établir que sur des bases saines. Et les bases saines, c'est d'abord que chacun dise ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. Donc c'est très important. Et c'est là où cette déclaration est le cadre un peu dans le temps et installe un échéancier à respecter. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information quid.ma. Merci à mes deux autres invités, Abdelkader Koumed, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, et bien sûr à Simon Skira, secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain. Vous êtes aussi secrétaire général de l'association d'amitié Israël-Maroc. Merci à vous de nous avoir suivis. Enfin, cette émission spéciale. Excellente soirée à tous.